Donc, les gènes suppresseurs, à l'état normal, leurs produits empêchent la cellule de se transformer en cellule maligne. C'est l'absence, l'inactivation du gène, du suppresseur de gène, qui permet à la tumeur de se développer, tandis que les produits des proto-oncogènes activent la croissance. Les produits des gènes suppresseurs de tumeur inhibent la croissance anormale et la transformation maligne. Donc, les gènes suppresseurs de tumeur donc, sont des gènes normaux dont la cellule agissent dans la régulation du cycle cellulaire et donc empêchent la transformation maligne de la cellule. Comment donc ces gènes peuvent entraîner donc une, une tumeur maligne? Donc, les gènes suppresseurs de tumeur ne contribuent à la malignité que lorsque la fonction des deux allèles est perdue. C'est-à-dire les deux gènes, donc, qui sont, donc les deux gènes sont donc, il faut donc que les deux gènes suppresseurs de le gène maternel et paternel sont mutés pour que donc il va y avoir donc une donc apparition de tumeurs malignes ou de cancer. Les gènes suppresseurs de tumeurs ne contribuent à la malignité que lorsque la fonction des deux allèles est perdue, c'est-à-dire les deux gènes sont mutés. Alors que les oncogènes agissent comme gènes dominants, les gènes suppresseurs, par contre, de tumeurs, nécessitent la mutation des deux allèles sur les deux chromosomes homologues de la même cellule pour que se développe une tumeur. Ça veut dire que les gènes suppresseurs de tumeurs, ce sont des gènes qui sont récessifs, ainsi que transmis selon le mode autosomique dominant, les gènes suppresseurs de tumeurs sont considérés comme des gènes récessifs. D'accord? Donc, les gènes, les oncogènes sont considérés comme des gènes donc, dominants. Donc, la transmission se fait selon un mode autosomique dominant. Par contre, les gènes suppresseurs de tumeurs sont considérés comme des gènes récessifs, autosomiques. Donc, la transmission, elle est autosomique récessive, puisqu'il faut que la cellule soit homozygote pour la mutation pour qu'elle devienne cancéreuse. On parle de perte de l'hétérozygotie. Ça veut dire donc que les deux allèles sont mutés. On va prendre quelques exemples de gènes. Donc, on va prendre le gène suppresseur qui est le RB1. RB1, c'est un gène suppresseur de tumeur identifié donc et donc c'est un gène qui code pour une phosphoprotéine donc qui est le PRB de 927 acides aminés. Cette protéine, elle contrôle la prolifération cellulaire. Une fois donc cette protéine, donc, elle est mutée, ou le gène il est muté, ce qui va entraîner donc l'apparition d'une tumeur qu'on appelle la rétinoblastome. Donc, le rétinoblastome est une tumeur maligne de l'œil et qui se développe à partir des cellules embryonnaires de la rétine. Dans tous les cas, les cellules tumorales présentent une mutation homozygote, ça veut dire la mutation des deux gènes suppresseurs causée par une délétion de la bande 3P portée donc sur le bras court au niveau du chromosome 13. La localisation donc de ce gène suppresseur localisé sur donc donc localisé au niveau du 1,3P14 du chromosome 13. Donc pour cette maladie, le rétinoblastome, donc on a deux formes.
Non, j'ai rien compris. Monsieur, on n'entend rien. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Donc, le gène P53, c'est un gène qui est le gène P53, donc c'est un gène qui est, pardon, donc je prends la dernière partie. Donc, l'apoptose est une mort cellulaire qui est programmée d'un processus actif autodestruction de la cellule. L'apoptose est un mécanisme physiologique de protection de l'organisme dirigé par des gènes homéotiques, donc, qui se trouvent dans toutes les cellules normales. Il permet d'éliminer les cellules anormales, notamment les cellules qui présentent des mutations. Les déficits en processus apoptotique, c'est-à-dire de l'apoptose, peut être à l'origine du développement d'un cancer. L'apoptose est dérégulée par deux catégories de gènes opposés. Les gènes pro-apoptotiques, comme le P53, orientent la cellule vers la mort programmée ou vers l'apoptose, tandis que les gènes anti-apoptotiques, comme BCL2, favorisent la survie de la cellule et l'immortalisent. Si donc cet équilibre est rompu entre les deux gènes,
donc le gène P53 et PCL2, on peut assister à un développement de cancer. Donc le P53, donc, c'est un gène localisé sur le bras court, le bras P du chromosome 17, code pour une phosphoprotéine de 53 donc, kilodalton. Ce gène est impliqué dans la régulation de la transcription de l'ADN. En cas d'anomalie de l'ADN, le cycle cellulaire reste bloqué en G1. Donc, ça va entraîner donc, le blocage de la cellule en G1 et ensuite l'apoptose de cette cellule, c'est-à-dire la mort programmée de cette cellule qui porte l'anomalie. Donc, c'est un mécanisme de correction, un mécanisme de réparation de l'ADN. Si on a donc une cellule qui présente un ADN qui présente des lésions, des mutations, ce mécanisme, l'apoptose, va éliminer donc cette cellule qui porte ces mutations. Par contre, donc, dans nombreux cas, dans nombreux cancers, le gène P53 se trouve muté. Ça veut dire qu'il est inactivé, ce qui permet aux cellules dans l'ADN anormal de survivre sans réparer leur ADN. Cela conduit à la sélection de clones cellulaires malins, ça veut dire des cellules qui présentent l'anomalie ou un ADN muté, et au développement de tumeurs. Donc, on va prendre un exemple de maladie ou de cancer. On va prendre l'exemple de leucémie myéloïde chronique, donc qu'on appelle donc LMC. Au niveau des leucémies myéloïdes chroniques, provient de la transformation maligne des cellules souches hématopoïétiques. Les cellules malignes possèdent un marqueur chromosomique caractéristique, ce qu'on appelle le chromosome Philadelphie, PH1. Donc le PH1, c'est un chromosome, c'est un élément important de diagnostic qui permet de prédire les rémissions et les rechutes. On va dire donc dans les leucémies myéloïdes chroniques, si on fait donc un karyotype, donc l'étude des chromosomes, on retrouve ce chromosome de Philadelphie. C'est quoi donc ce chromosome? Le chromosome de Philadelphie donc, se forme par translocation entre le chromosome 9 et 22. Donc, on retrouve une translocation, donc T, c'est-à-dire une translocation qui touche le chromosome 9, le chromosome 22 et les points de cassure, donc une anomalie chromosomique de structure qui touche le bras long du chromosome 9 et le bras Q, le bras long également du chromosome 22. D'accord? Donc ici, il s'agit d'une translocation entre deux chromosomes, le chromosome 9, 22, qu'on appelle le chromosome de Philadelphie. Au cours de l'évolution de la maladie, d'autres anomalies chromosomiques peuvent se développer, indiquant une aggravation de la maladie. Donc, en plus de ce Philadelphie, donc ce chromosome de Philadelphie, au cours de l'évolution de la maladie, il va y avoir apparition d'autres anomalies chromosomiques. Donc, comment s'explique donc les leucémies myéloïdes chroniques, qui est une tumeur qui touche les cellules hématopoïétiques. Donc, la translocation met en présence de séquences oncogènes, le gène ABL, situé sur le chromosome 9, et le gène BCR du chromosome 22, qui est de fonction inconnue. Maintenant, le gène ABL, qui est localisé sur le chromosome 9, code pour une tyrosine kinase de 145 kilodalton. Le gène chimérique, donc ABL et BCR de l'LMC, produit une tyrosine kinase qui est différente, qui est de 210 kilodalton d'activité, qui est plus grave que le produit de gène ABL normal, ça veut dire sans BCR, et qui semble être à la base de la transformation maligne des cellules hématopoïétiques. Donc, dans la leucémie myéloïde
chronique, on va retrouver une translocation entre le gène 19, pardon, le gène 9 et le chromosome 9 et le chromosome 22. Au niveau du chromosome 9, on va retrouver un gène ABL et par translocation, ce gène ABL normal, il se trouve à côté par translocation du BCR, ce qui va entraîner donc une activation ou la production d'une tyrosine kinase, qui est une enzyme de 210 kilodaltons, différente de la tyrosine kinase normale, qui est de 145 kilodaltons. Cette modification de structure, bien sûr, elle semble être à la base de la transformation maligne des cellules hématopoïétiques entraînant la leucémie myéloïde. Donc, je vous remercie pour donc, votre attention. S'il y a des commentaires, des questions à poser, donc je suis là pour répondre à vos questions. Donc, concernant la notion de mosaïcisme, donc, mosaïcisme, ça veut dire la présence d'une mosaïque au niveau d'une, de l'ensemble des cellules. Donc, une population cellulaire va présenter donc, des gènes qui sont différents par rapport donc, à une autre population cellulaire. Donc, une population cellulaire qui présente par exemple un gène normal et dans le même organisme, dans le même tissu, on va retrouver une autre population qui présente un gène muté. On va retrouver donc deux populations ou plus de donc, génétiquement différentes, donc de génotypes différents. Donc ça, c'est la définition de mosaïcisme. La dysomie uniparentale. La dysomie uniparentale, normalement chez un individu normal présente un gène d'origine paternelle et un gène d'origine maternelle. Dans la dysomie uniparentale, donc c'est une anomalie, ça va entraîner, donc ici on va retrouver un gène qui provient du même parent, ça veut dire un gène d'origine paternelle, donc les deux gènes donc, sont d'origine paternelle ou les deux gènes sont d'origine maternelle. C'est ce qu'on appelle la dysomie uniparentale. Donc, la définition de l'allèle, c'est quoi l'allèle? Donc, l'allèle,
c'est l'ensemble des gènes qui vont donner un phénotype. L'allèle, c'est l'emplacement du gène qu'on appelle locus au niveau d'un chromosome bien défini. L'allèle peut prendre plusieurs donc, gènes. Donc, pour le même allèle, par exemple, l'allèle de la couleur des cheveux, il va y avoir plusieurs gènes. Par exemple, la couleur noire des cheveux, la couleur jaune, la couleur donc, marron. Donc, on a plusieurs gènes pour le même allèle. L'allèle couleur cheveux. Par exemple, l'allèle couleur des yeux. D'accord? Donc, on a plusieurs gènes pour un allèle. Donc, pour la définition de la transmission autosomique, vous allez voir ça dans les maladies monofactorielles ou les maladies monogéniques, autosomiques. La transmission autosomique, ça veut dire que c'est une maladie dont le gène est porté sur les autosomes ou les chromosomes somatiques. Donc, si on entend autosomique, ça veut dire que le gène est localisé, il est lié, donc il est situé sur le chromosome somatique et non sur le chromosome sexuel. Donc, la transmission autosomique et on a également la transmission donc liée à l'X. Donc, si on parle de transmission autosomique, ça veut dire que c'est le gène qui est porté sur un chromosome somatique ou autosome. Donc, pour l'apparition des cancers, donc, les cancers sont résultat de plusieurs mutations. Bien sûr, donc, les oncogènes et les gènes suppresseurs. Et pour l'apparition de ces mutations, bien sûr, il faut donc la présence de facteurs. Donc, on a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans l'apparition des cancers, entraînant donc des oncogènes et des gènes suppresseurs. Également, on a les gènes d'autres gènes comme le P53. Donc, par exemple, si on a des mutations au niveau des oncogènes, des gènes suppresseurs du tumeur, donc il y a également les gènes P53 de l'apoptose. Donc, le cancer est le résultat de plusieurs mutations, de plusieurs gènes, oncogènes, gènes suppresseurs, et chaque type de cancer, donc, il a donc des gènes qui sont spécifiques. Les maladies donc soumises à des lois de Mendel, on les appelle les maladies monogéniques ou les maladies monofactorielles. Les maladies obéissent aux lois de Mendel, ça veut dire la transmission dominante récessive, les maladies autosomiques dominantes, les maladies autosomiques récessives, et on a également les maladies liées à l'X dominante et liées à l'X récessive. Non, les gènes RB1, le gène RB1, donc c'est un gène suppresseur de tumeur spécifique au rétinoblastome. PC3, donc c'est pas un oncogène, donc c'est un gène qui joue un rôle dans la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. C'est un gène qui est apoptotique, qui est donc à l'état normal et va donc favoriser la mort cellulaire. RB1, donc c'est un gène, RB1 ça veut dire rétinoblastome. C'est un gène spécifique au rétinoblastome, qui est un gène
suppresseur de tumeur. Ce n'est pas un oncogène. Donc, les suppresseurs, ce n'est pas des antagonistes des oncogènes. Donc, les suppresseurs sont des gènes dont la mutation n'entraîne pas donc forcément un cancer. Pour qu'un gène suppresseur de tumeur soit donc responsable de cancer, il faut donc la mutation des deux gènes en même temps. Donc une mutation, ça veut dire la perte de l'hétérozygotie, c'est-à-dire homozygote. Les deux gènes sont mutés pour donc les suppresseurs de tumeur. Les oncogènes, la mutation d'un seul oncogène, donc ça veut dire donc ici, donc elle est dominant l'oncogène. Donc le rôle il est opposé, mais il n'est pas antagoniste. Donc il joue un rôle, les deux gènes suppresseurs de tumeur, et les oncogènes ils ont un rôle opposé, un rôle différent opposé. Donc, pour la codominance et la donc ça c'est pour un corps à part. Mosaïcisme, donc on a expliqué ça. Donc, mosaïcisme, ça veut dire une mosaïque. La mosaïque, c'est quoi? Dans le même organisme, on va retrouver plusieurs donc, populations cellulaires dont le contenu génétique est différent, un génotype différent, à plusieurs génotypes différents. Une cellule qui présente un gène normal, dans l'autre cellule, on va retrouver un gène qui est muté. Dans une autre cellule, on va retrouver un autre gène, mais qui est différent des autres cellules. D'accord? Ce qui définit mosaïcisme. Donc, mosaïcisme, c'est quoi? Donc, c'est la présence d'un génotype différent dans plusieurs populations. Donc, une population qui présente un génotype qui est différente d'une autre. Donc, on a dit donc, donc les mutations au niveau du P53 seulement vont entraîner un cancer. Non, pas forcément. Donc, le cancer, donc, c'est le résultat de plusieurs donc, facteurs génétiques. Parmi ces facteurs, c'est le P53. D'accord? Mais ce P53, il est muté, donc peut entraîner donc, une anomalie ou un cancer s'il y a bien sûr donc bien sûr des mutations au niveau du suppresseur de tumeur et les oncogènes. Donc on ne peut pas dire que le P53 lui seul peut entraîner un cancer. Oui, donc pour le rôle de gène suppresseur, empêcher la formation de tumeurs, mais après la mutation, donc deux mutations, les deux gènes sont mutés, donc il peut causer un cancer. Ça veut dire la perte de l'hétérozygotie. La prochaine séance, c'est pour le 1er juillet. 1er juillet, donc vous aurez donc une autre séance. Je vous remercie et à bientôt.